Une enveloppe de $50 millions attendait sur un bureau à Ouagadougou, comme si l'avenir d'un pays pouvait tenir dans quelques feuilles pliées. Ce n'était pas seulement une offre discrète, mais le signal froid d'un système convaincu que l'or, les contrats et le silence pouvaient encore décider du destin du Burkina Faso. Quand Ibrahim Traoré comprend que le corridor d'Essakane cachait bien plus qu'un accord minier, une question frappait chaque spectateur, qui pensait pouvoir acheter une souveraineté sans laisser de traces. La réponse allait fissurer tout un réseau secret. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une simple histoire de corruption, mais l'ouverture d'un mécanisme que beaucoup préfèrent laisser dans l'ombre. Vous comprendrez pourquoi une enveloppe révèle parfois tout un système. Rien n'est anodin ici. Si l'on s'arrête à la surface, on voit seulement un ambassadeur, un bureau, une proposition privée et un refus spectaculaire, mais si l'on écoute plus attentivement, autre chose apparaît, des intérêts cachés, des sociétés écrans, des circuits financiers, des contrats miniers et une pression construite pour faire croire que la correctité déjà inévitable. Ne pas suivre cette affaire jusqu'au bout, qui serait risqué de confondre un scandale isolé avec une méthode organisée. Ce serait aussi accepter un récit incomplet, où le Burkina Faso apparaît comme instable alors que la question centrale concerne la propriété, la transparence et le contrôle des ressources, et lorsque l'information est à moitié racontée. Celui qui écoute perd la seule chose qui protège vraiment son jugement, la capacité de voir derrière le décor. La première révélation est simple, l'homme venu avec l'enveloppe ne peut-être pas seulement un message diplomatique. Derrière lui, une structure enregistrée au Luxembourg, relayée par un intermédiaire financier à Dubaï, avant qu'il déjà dans l'ombre. Ces détails changent tout, parce qu'il déplace l'affaire d'un bureau fermé vers un réseau bien plus large. 3 semaines avant la rencontre, le renseignement burkinabé avait intercepté une communication qui ne venait pas directement d'Ouganda. Elle indiquait une trajectoire plus longue, plus prudente, plus difficile à voir. Le signal partait d'un groupe privé, passait par des relais financiers, puis arrivait sous l'apparence respectable d'un développement commercial bilatéral. C'est là que le piège devient visible. L'ambassadeur Richard Okello n'apparaît plus seulement comme un homme chargé de remettre une proposition. Il devient le visage présentable d'une mécanique ancienne, habitué à utiliser des canaux officiels pour couvrir des intérêts privés. Dans cette mécanique, le langage est toujours poli, les mots parlent de coopération, de ressources, de technologie, d'investissement, mais derrière ces mots, une idée reste la même. Faire accepter comme une formalité qui touche pourtant au sol, alors est à l'avenir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré comprend alors que répondre trop vite serait une erreur. Refuser publiquement dès le premier instant aurait fermé la porte, mais aurait aussi laissé disparaître les traces. Il choisit donc une autre voie. Il laisse la rencontre se tenir. Il laisse l'enveloppe arriver. Il laisse Okello parler. Chaque phrase compte. Chaque silence compte aussi. Les premiers touches dans cette histoire ne sont pas seulement les dirigeants ou les diplomates, ce sont les communautés autour d'Essakane, les travailleurs, les familles, les villes qui vivent près d'une richesse dont la valeur peut partir ailleurs si les contrats sont écrits contre elles. À ce moment précis, l'affaire cesse d'être une scène de pouvoir. Elle devient une question de territoire, de mémoire et de souveraineté. Pour comprendre la suite, il faut regarder l'homme qui a vu le premier la ligne cachée derrière l'enveloppe. Cet homme, c'est le colonel Aruna Kabare, le chef du renseignement qui avait posé sur le bureau un document discret, mais décisif. Ce document ne décrivait pas une simple approche diplomatique. Il signala une communication interceptée, venue d'un groupe privé enregistré au Luxembourg, passée par un relais financier à Dubaï, puis recouverte par le langage officiel du commerce bilatéral. À partir de là, la scène change de nature. Okello n'est plus seulement un ambassadeur assis face au pouvoir burkinabé. Il devient le point visible d'un système qui préfère avancer derrière des formulations propres, des titres respectables et des promesses de développement. Kabare, lui, lit autre chose dans ces lignes. Il voit un trajet, il voit des relais, il voit la préparation d'un accord présent comme naturel alors qu'il touche directement au corridor d'Essakane. La première conséquence est silencieuse. Au lieu de réagir dans la colère, l'équipe laisse la rencontre avoir lieu. Le piège reste ouvert. Les mots sont enregistrés. Les silences aussi. Chaque formule est sur les parties importantes. Les ressources et la confidentialité deviennent une pièce du dossier. Pour les communautés proches des mines, cette précision compte, car un contrat opaque peut transformer une richesse locale en perte durable.
Ces choix montrent une chose essentielle. La réponse ne devait pas seulement être politique. Elle devait devenir verifiable, utilisable, impossible à effacer. À partir de là, rien n'est plus petit. Tout commence avec une scène presque immobile, un bureau, une enveloppe, un diplomate assis en face. Richard Okello parlait avec calme, comme si l'accord appartenait déjà au passé et qu'il ne restait plus qu'à accepter la forme. 50 millions de dollars, une proposition personnelle, directe, discrète. Le corridor d'Essakane est présent comme une formalité administrative, un dossier minier qui n'atteindrait plus qu'une signature. Mais quelque chose se brise. Ibrahim Traoré ne touche pas l'enveloppe. Il écoute. Il laisse Okello dérouler ses mots, ses prudences, ses silences. Puis la question tombe. Depuis combien de temps est-il ambassadeur? 11 ans. Et en 11 ans, combien de dirigeants sont refusés? Ce n'est plus une conversation normale. C'est un miroir tendu à tout un système. Le premier basculement s'est produit là. L'homme est venu avec l'offre comprendre que son interlocuteur ne négociait pas les montants. Il ne demandait pas davantage. Il ne cherche pas une meilleure contrepartie. Il refuse la logique elle-même. Le Burkina Faso n'est pas à vendre, pas le corridor, pas le nord, pas un gramme de cette terre. Puis la scène accélérée. La réunion se termine. Okello reprend l'enveloppe. Il prévient qu'un ennemi puissant vient d'être créé. La réponse reste froide. Les ennemis puissants existaient déjà. C'est précisément ainsi que la décision paraît juste. Mais c'est que Okello ignore PC plus lourd que son avertissement. La conversation a été enregistrée. Chaque phrase, chaque pause, chaque formule sur les parties importantes, les ressources et la confidentialité. Dans les 48 heures, le pouvoir burkinabé passe à l'étape suivante. Le ministère des Mines suspend les évaluations de concessions en atteinte dans le corridor du Nord, jusqu'à un audit complet. Le langage officiel est technique, presque sec, mais pour ceux qui savent lire ce genre de décision, un mot vient de se lever. La riposte arrive vite. 3 jours après la rencontre, un article paraît dans un journal francophone basé à Paris. Le texte accuse le gouvernement burkinabé d'attentes trop élevées et de décisions politiques instables. Les sources sont anonymes. La cible, elle, ne l'est pas. Il faut fragiliser la crédibilité du refus. Il faut transformer une défense de souveraineté en signe d'imprévisibilité. Le silence devient alors une armée. Au lieu de répondre trop tôt, l'équipe continue de documenter. Pendant 3 semaines, les pressions montantes, d'autres articles circulants, des notes diplomatiques évoquant des inquiétudes bilatérales, des messages indirects suggérant que les financements de développement pourraient devenir plus compliqués. L'offre de reconsidérer reste ouverte. Elle n'est pas prise. Pendant 6 temps, le dossier avance. Les flux financiers sont suivis. Les sociétés écrans sont reliées. Le trajet Luxembourg-Dubaï et capitales africaines commence à former une carte. Ce n'est plus une enveloppe, c'est une méthode. Et la méthode laisse tracée. Le choc final de cette séquence ne vient pas d'un discours public, mais d'une procédure. Le dossier est transmis au procureur national. Les discussions commencent avec des États membres de l'Union africaine pour penser un cadre minier régional. Rien n'est spectaculaire en apparence. Pourtant, quelque chose change. L'affaire n'est plus seulement politique, elle devient juridique, régionale et durable à partir de ce moment. Ceux qui pensaient agir dans l'ombre savent que l'ombre n'est plus garantie. À ce stade, il ne suffit plus de dire que l'affaire paraît grave. Il faut regarder ce que les chiffres rendent visible. Dans cette histoire, chaque nombre agit comme une lampe braquée sur une partie différente du mécanisme. Le premier chiffre est celui de l'enveloppe, 50 millions de dollars. Ce montant ne mesure pas seulement une tentative d'achat personnel, il révèle la valeur politique que certains attribuent au silence d'un dirigeant. En face, il y avait un corridor minier présenté comme presque acquis, comme si les refus n'étaient qu'un détail à effacer. 50 millions. Ce n'est donc pas seulement beaucoup d'argent. C'est le prix proposé pour transformer une décision nationale en transaction privée. Ces chiffres disent une chose nette, la souveraineté avait été calculée. Le deuxième chiffre vient du sous-sol, environ 340 tonnes d'or exploitable autour du corridor d'Essakane. Cette quantité place l'affaire dans une autre dimension. Elle ne parlait plus d'un cadeau secret, mais d'une richesse capable d'alimenter des années de contrats,
de revenus, de dépendances et de pertes invisibles, le cycle évoque certaines dates sur 20 ans, 20 ans, c'est plus qu'un mandat, plus qu'une session politique, plus qu'un scandale de quelques semaines. C'est une génération exposée aux conséquences d'un accord mal écrit. ICI, le nombre devient plus lourd. Il montre que le vrai enjeu n'était pas l'enveloppe, mais la durée. Le troisième bloc de chiffres concerne la vitesse. Dans les 48 heures suivant le départ au Kelo, les évaluations de concession, en attente dans le corridor du Nord sont suspendues jusqu'à un audit complet. 2 jours suffisants à faire passer la scène du bureau vers l'administration. Le geste est technique, mais son effet est clair. Le dossier cesse d'être une conversation et devient une barrière. Puis viennent les 3 semaines. 3 semaines de silence public, mais espace d'immobilité. Pendant cette période, l'équipe rassemble des éléments, suit des flux financiers, examine des sociétés écrans et observe une architecture reliant Luxembourg-Dubaï et plusieurs capitales africaines. Si délai montre une chose essentielle, la réponse n'était pas improvisée, elle était construite. Le 4e chiffre touche à l'impact diplomatique, 72 heures, après la publication de l'enquête et la confirmation d'une procédure officielle. Auquel est rappelle la campagne dansée de l'ail. Officiellement, la formule peut rester prudente, mais le calendrier parle. Quand un rappel intervient aussi vite, il devient difficile de prétendre que rien n'a bougé. Et derrière ces chiffres, il y a les vies que les contrats ne nomment presque jamais. Un mineur près d'Essakane, une enseignante à Dori, une vendeuse au marché de Koudougou, des communautés qui ne lissent pour être pas les montages juridiques, mais qui vivent les conséquences des décisions prises au-dessous d'elles. Pour elles, 340 tonnes d'or ne sont pas une abstraction. C'est la différence possible entre une richesse qui part et une richesse qui reste. Voilà pourquoi cette affaire pèse autant, les chiffres ne crient pas, Miss Bootabout. Ils montrent une progression froide. 50 millions est sur une table, 340 tonnes sous la terre, 20 ans de risque, 48 heures pour bloquer, 3 semaines pour documenter, 72 heures pour voir les premières conséquences. Ibrahim Traoré n'apparaît alors pas seulement dans une scène de refus. Il se retrouve au centre d'une équation où l'argent, le temps, le territoire et la preuve se répondent. Il faut pourtant reconnaître une chose, tout le monde ne regarde pas cette affaire de la même manière. Certains diraient qu'un pays riche en ressources, mais encore sous pression économique et sécuritaire, ne peut pas se permettre de repousser des capitaux étrangers. Ces raisonnements n'est pas absurde, car les mines exigent souvent de la technologie, des infrastructures, des réseaux de distribution et une capacité financière que l'État ne possède pas toujours seul. L'argument mérite donc d'être entendu. Si un groupe promet du capital, des machines, une expertise technique et un accès au marché mondial, il peut sembler rationnel de discuter. Le corridor d'Essakane, avec ses réserves estimées à 340 tonnes sur un cycle de 20 ans, représente une opportunité considérable. Mais c'est précisément là que le problème apparaît. Une opportunité nationale ne peut pas commencer par une enveloppe personnelle de 50 millions de dollars. Elle ne peut pas demander aux dirigeants de signer sans connaître clairement les véritables propriétaires. Quand la confidentialité sert à cacher l'identité du pouvoir économique, elle ne protège plus un accord, elle protège une prise de contrôle. Un second argument paraît lui aussi solide. Certains pourraient dire que suspendre les évaluations de concession envoie un mauvais signal aux investisseurs. Dans cette lecture, le Burkina Faso risquerait de paraître instable, imprévisible, hostile aux affaires. C'est l'argument que les articles anonymes ont tenté d'installer après la rencontre, transforme une exigence de transparence en crise de confiance. Mais cette lecture oublie une distinction essentielle, c'est qui a été bloqué, ce n'est pas l'investissement, ce sont les méthodes opaques. Les évaluations ont été suspendues dans l'attente d'un audit, pas pour fermer définitivement la porte au développement minier. La différence est majeure. Un investisseur transparent peut survivre à un audit, un système construit sur des sociétés écrans, des relais diplomatiques et des propriétaires cachés, lui, il perd son avantage. Quand les deux objections sont posées honnêtement, l'affaire devient plus claire. Le vrai débat n'oppose pas ouverture et fermeture, il oppose développement verifiable et extraction dissimulée. Et dans ces débats, la prudence n'est pas un caprice politique. Elle devient une condition minimale de souveraineté, puis le vrai nom apparaît. Au 22e jour,
Le colonel Kabare entre dans le bureau avec un visage différent. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'urgence ordinaire d'un service de renseignement. C'est l'expression d'un homme qui vient de trouver, dans des données presque prévisibles, une pièce capable de relier plusieurs dossiers séparés. Le document posé sur la table révèle le propriétaire réel de l'entité enregistrée au Luxembourg. Et soudain, l'affaire change encore de niveau. Le nom ne renvoie pas seulement à l'enveloppe remise par Okello. Il éclaire aussi une proposition faite à un pays voisin 18 mois plus tôt, une tentative de concession échoée 2 ans auparavant dans un autre État d'Afrique de l'Ouest, et une société de conseil apparue à plusieurs reprises au marge des mêmes opérations. Pour Ibrahim Traoré, ce moment confirme que le corridor d'Essakane n'était pas une cible isolée. Il faisait partie d'une méthode régionale, patiente, mobile, capable de changer de façade sans changer d'objectif. À partir de là, chaque détail ancien prend un son nouveau. La surface venait de se fissurer et personne ne pouvait l'ignorer. Et cette équation est impossible à traiter comme une simple rumeur. À partir de cette révélation, les conséquences ne restent plus enfermées dans les dossiers. Elles descendent vers l'État, les entreprises, les communautés et toute la région. Ce qui semblait d'abord être une scène de bureau devient une chaîne de faits très concrète. Pour l'État burkinabé, le premier impact est institutionnel. Les refus ne suffisent plus, il faut désormais prouver, classer, transmettre et protéger. Le dossier remis au procureur national ouvre une voie juridique, tandis que la suspension des évaluations minières oblige l'administration à revoir la façon dont les concessions sont examinées. Le pouvoir n'est donc pas seulement en train de dire non. Il doit construire une méthode capable de survivre à la pression. Aux articles anonymes et aux messages diplomatiques prudents, s'en transforme chaque attaque en spectacle. Pour les entreprises, le signal est doublé, les acteurs transparents peuvent encore exister, discuter, investir et travailler avec des règles claires, mais ce qui contient sur les sociétés écrans, les propriétaires cachés et les relais discrets découvrant que le terrain a changé, après la publication de l'enquête, de dossiers de candidature en attente, sont retirés sans explication. Une société de conseil active dans plusieurs pays ferme discrètement son bureau en Afrique de l'Ouest. Ces retraits ne signifient pas que les intérêts disparaissent. Ils montrent seulement qu'ils savent reconnaître un risque, puis atteindre une autre porte. Pour les citoyens, l'affaire devient plus intime. Une vendeuse aux marches de Koudougou dit ressentir, pour la première fois depuis longtemps, qu'une partie du pouvoir garde quelque chose pour elle. Une enseignante adorée écrite à un journal local, un mineur près d'Essakane, qui connaît mieux la terre que n'importe quel gestionnaire de fonds à Luxembourg, résume tout en 2 mots, il la refuse. Dans ses réactions, le geste d'Ibrahim Traoré cesse d'être une scène officielle. Il devient une ligne directe entre un bureau présidentiel, une mine, une école, une marche et une famille. Pour la région, l'effet est plus large encore. Le nom de l'entité luxembourgeoise devient public. Le modèle de concessions à travers l'Afrique de l'Ouest est cartographié. Des journalistes de Burkina Faso, de pays voisins et de Dakar montrant que plusieurs morceaux du même puzzle existaient déjà. Le rappel d'Okello à Kampala dans les 72 heures renforce cette impression. Ce qui semblait local avait tout un réseau plus vaste. Et lorsque le Burkina Faso prépare un cadre minier régional avec d'autres États africains, la réponse quitte le seul terrain national. Voilà le vrai point de cette affaire. Elle frappe les institutions, déplace les calculs économiques, révèle la parole populaire et oblige la région à regarder les contrats autrement. Personne ne reste complètement à l'extérieur de cette bataille. La trajectoire la plus probable n'est ni une victoire totale, ni un effondrement immédiat. Elle ressemble plutôt à une tension prolongée, avec un État qui avance dossier après dossier, pendant que les réseaux touchent cherchant d'autres chemins. Le procureur national travaille, les concessions restant sous examen. Et la pression extérieure ne disparaît pas simplement parce qu'un scandale a été exposé. Dans ce scénario, le Burkina Faso gagne du temps, mais il doit transformer ces temps en règles solides, en audit sérieux et en protection réelle pour les fonctionnaires qui signalent les approches opaques. De meilleurs scénarios existent, mais ils demandent de la discipline. Si le cadre national annonce pour Essakane avance avec des exigences de transparence, des accords de bénéfices communautaires et des comptes traquables, alors l'affaire peut devenir plus qu'un refus célèbre. Pour Ibrahim Traoré,
Ce sera la preuve qu'un nom peut devenir une architecture politique, elle peut devenir un précédent, si, en plus, la coopération minière régionale prend forme avec d'autres États africains. Les anciennes méthodes perdent une partie de leur force. Un réseau qui pouvait autrefois jouer un pays contre un autre se retrouve face à des règles plus coordonnées. Ce n'est pas une garantie parfaite, c'est une porte plus étroite pour les montages cachés. Le pire scénario, lui, ne ressemble pas forcément à une catastrophe visible. Il peut être plus lent, plus silencieux, donc plus dangereux. Les intérêts s'écartent peuvent revenir avec d'autres noms, d'autres sociétés de conseil, d'autres relais diplomatiques, d'autres promesses de réalisme économique. Ils peuvent attendre que la fatigue gagne l'administration, que l'opinion se détourne, que les contrôles deviennent routiniers. Dans ces cas, l'enveloppe disparaît, mais la logique revient. Et si cette logique revient sans résistance, le risque n'est pas seulement la perte d'un contrat, c'est la normalisation d'un système où la richesse du sol quitte encore les communautés qui vivent au-dessus d'elle. La vraie question n'est donc pas de deviner quel scénario triomphera. La vraie question est de savoir si les institutions resteront assez vigilantes pour reconnaître la même méthode quand elles changera de visage. L'histoire autour d'Essakane montre qu'un refus peut ouvrir une brèche, mais seule une structure durable peut empêcher cette brèche de se refermer. Après les scénarios, la question revient vers celui qui regarde. Que signifie cette affaire pour vous? Même si vous n'êtes pas dans le bureau, pas dans la mine, pas dans les couloirs diplomatiques. Pour ceux qui suivent déjà la géopolitique africaine, cette histoire rappelle une exigence simple. Ne jamais s'arrêter au premier récit, un article anonyme, une formule sur l'investissement, une promesse de développement pouvant cacher des rapports de force beaucoup plus profonds. Votre avantage, c'est l'attention. Mais cette attention doit rester disciplinée. Patiente, capable de comparer les faits, les dates, les acteurs et les intérêts. Pour ceux qui sont touchés indirectement par l'économie, le travail, les prix, les institutions ou l'image de leur pays, l'affaire Essakane montre que les décisions lointaines finissant souvent par entrer dans la vie quotidienne. Un contrat minier opaque peut devenir moins d'écoles, moins d'hôpitaux, moins de confiance, moins de futur local. À l'inverse, un cadre plus clair peut donner aux citoyens une raison de croire que la richesse du sol n'est pas condamnée à partir ailleurs. Et pour ceux qui pensent que tout cela ne les concerne pas, ce peut être le moment le plus important, car l'indifférence est exactement l'espace dans lequel les anciens mécanismes respirent le mieux. Quand personne ne regarde, les enveloppes deviennent des habitudes. Quand personne ne demande qui possède vraiment une société, les noms disparaissent derrière les façades. Ce que cette histoire demande aux spectateurs n'est pas la colère permanente, c'est une vigilance calme, c'est la capacité de comprendre qu'un refus, comme c'est reporté par Ibrahim Traoré, n'a de valeur durable que si une société entière apprend à reconnaître qu'il protège. La solution, ici, ne peut pas rester un slogan. Dire que le Burkina Faso n'est pas à vendre ne suffit pas si les contrats, les registres et les procédures restent vulnérables. Il faut donc transformer les refus en méthode. Le premier niveau appartient à l'État. Autour d'Essakane, le cadre national doit avancer avec 3 exigences visibles. Audit complet, transparence des concessions et accords de bénéfices communautaires. Le succès ne se mesure pas par un discours, mais par des comptes traquables, des décisions écrites et des revenus capables de revenir vers les besoins essentiels du pays. Le deuxième niveau concerne l'administration minière, juridique et financière. Chaque approche opaque doit être signalée, documentée et transmise sans attendre, comme la montre le dossier remis au procureur national. Les bons indicateurs. Ici, n'est pas le bruit médiatique, c'est la capacité du système à protéger ce qui signale et à poursuivre ce qui cache. Le troisième niveau dépasse les frontières. Le Burkina Faso ne peut pas affronter sur des réseaux capables de passer par Luxembourg-Dubaï et plusieurs capitales africaines. La coopération minière régionale annoncée avec d'autres États africains doit donc servir à comparer les dossiers, partager l'expertise juridique et réduire les failles entre pays voisins. Enfin, le quatrième niveau appartient à la société. Journalistes, travailleurs, communautés et citoyens doivent garder la mémoire des méthodes utilisées. Ibrahim Traoré peut fermer une porte dans un bureau,
Mais la souveraineté économique dure sur les mains si tout un pays apprend à reconnaître la même que quand elle revient sous une autre forme. C'est là que le refus devient une structure. Au fond, toute cette affaire revient à une image simple, une enveloppe posée sur un bureau, et une main qui ne s'éteint pas. Autour de cette image, il y a pourtant bien plus qu'un refus. Il y a un enregistrement, des sociétés écrans, un nom caché au Luxembourg, des relais à Dubaï, puis une enquête qui rend visible ce que beaucoup pensaient impossible à prouver. Mais ce qui reste le plus fort n'est pas seulement la mécanique du réseau. C'est la réaction d'un pays qui comprend que la souveraineté ne se défend pas seulement dans les discours, elle se défend dans les signatures que l'on refuse, dans les contrats que l'on vérifie, dans les richesses que l'on choisit de ne pas abandonner. Elle se mesure aussi à la patience des citoyens qui regardent, questionnent et gardent en mémoire les méthodes anciennes. Quand un ministre d'Essakane résume tout en disant qu'il la refuse, il donne au geste d'Ibrahim Traoré une dimension plus large que la politique. Il parle pour ceux qui travaillent, attendant et espérant. Parfois, une nation se redresse dans son silence.